Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 131. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez super bien. J'espère que vous écoutez ces mots d'un lieu de sérénité, de relaxation, mais aussi d'ouverture, parce que, comme vous le savez, ce podcast a comme objectif d'ouvrir des espaces de réflexion autour de notre réalité d'entrepreneur, de réalité de femmes ambitieuses, et aussi notre réalité de personnes qui essayons de comprendre et de transformer le monde à notre façon, que ce soit à travers nos entreprises ou à travers notre leadership, peu importe comment ça se manifeste. Alors, aujourd'hui, j'ai invité Thierry Lorfis à venir nous parler, Thierry que je connais depuis quand même plusieurs années. Il a passé dans certains de mes programmes, mais aussi je le suis beaucoup sur les réseaux sociaux et je trouve qu'il a des informations extrêmement pertinentes à partager à chaque fois. À chaque fois, je lis ses publications avec un grand intérêt parce que ça mélange vraiment bien son parcours d'entrepreneur à ses propres champs d'expertise et sa façon de toujours pousser plus loin ses expérimentations. Donc, qui est Thierry? Je vous donne une petite introduction sur la personne. Thierry, il est consultant pour e-commerce chez Lorfis Marketing. Il est expert en email marketing et en stratégie pour e-commerce et met à profit son BAA en marketing et son DESS en commerce électronique, tous deux obtenus à HEC Montréal. Il est aussi ancien directeur marketing, il est passé à son compte et enseigne le marketing par courriel depuis 2020. Et son expérience et son savoir-faire en marketing numérique sont des précieuses ressources pour ceux qui cherchent à optimiser leur présence en ligne. Alors, on sait que Thierry est un expert en marketing, mais aujourd'hui, je l'ai invité pour une expertise aussi qu'il développe de plus en plus autour de l'intelligence artificielle et de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans son entreprise, mais aussi avec ses clients et à travers ses processus marketing. Alors, comme intelligence artificielle, on va beaucoup parler de ChatGPT, de Midjourney, ces outils-là qui sont plutôt populaires en ce moment et qui sont de plus en plus démocratisés. Et je trouve que vraiment sa façon, la façon dont je vois Thierry utiliser l'IA, ben premièrement, elle est super ouverte parce qu'il nous en parle constamment dans ses publications LinkedIn, autant à travers les prompts qu'il essaye qu'à travers les nouveaux types d'automatisation qu'il introduit grâce à cet outil. Mais aussi parce que tu sais, ça nous permet de réfléchir à la place qu'on va vouloir donner à ces outils dans le futur. Puis bon, je suis sûre que c'est pas la dernière conversation qu'on va avoir autour de l'intelligence artificielle sur ce podcast, mais c'en est une dans laquelle je trouvais ça intéressant parce qu'on parle vraiment des opportunités techniques et aussi des opportunités de démocratisation de certaines tactiques marketing, de certaines stratégies marketing qui sont permises grâce à l'IA. Alors, juste pour le souligner, puis aussi parce que vous allez entendre dans l'entrevue, j'ai bafouillé ce terme-là et je me sentais un petit peu gênée de pas avoir fait ma recherche préalable pour dire que quand on parle de ChatGPT ou de ces outils-là, hein, comme Jasper, c'est des exemples de Large Language Model, qui était le terme qui me manquait dans l'entrevue. Et en français, c'est un modèle de langage large. C'est un outil, bon, développé par OpenAI dans ce cas-ci, qui est une organisation de recherche en IA, mais c'est ça qui est important, c'est de savoir que ChatGPT, c'est pas de l'intelligence artificielle pure, hein, c'est un modèle de langage large, un modèle de langage large qui permet
dans le fond, à leur robot, leur algorithme, d'apprendre des vastes quantités de textes et ensuite de générer des réponses à partir des informations qu'il a apprises. Donc, il va prédire les réponses selon ce que lui a intégré d'une quantité énorme de sources externes, ce qui fait que c'est pas tant une intelligence artificielle qui va réfléchir ou qui va sortir des choses nouvelles, mais bien qui va reformuler ou qui va remettre ensemble des bouts de texte qu'il a lus. Hein? Donc, concrètement, bon, tu lui poses des questions, tu peux lui donner un sujet, tu peux lui demander de rédiger des choses, tu peux lui demander de t'aider à réfléchir à une certaine problématique, et son rôle à cet outil-là, c'est de générer une réponse cohérente basée sur son apprentissage. Et c'est sûr que ce modèle-là, hein, l'utilisation de ces modèles-là, vont offrir des opportunités pour les entrepreneurs, ce qui peut les aider à automatiser certaines tâches, à améliorer leur prise de décision, utiliser l'analyse de données et personnaliser aussi certaines expériences clients. Hein. Puis ça, c'est des exemples de choses qu'on peut faire avec ce genre d'outils qu'on appelle intelligence artificielle, mais qui sont pas dans la définition pure des intelligences artificielles dans ce sens-là. Fait que c'était la petite réflexion que je voulais faire en introduction, parce que je sais que, bon, on n'est pas tous très literate. En anglais, on dit literate, mais tu sais, ça vient du terme littératie, hein. On n'est pas tous très avancés dans notre compréhension de comment ces outils-là fonctionnent. Puis je pense que ça mérite à tous de s'intéresser à ces fonctionnements-là, puis c'est notamment de ça qu'on va discuter dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, si vous êtes curieuse sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans vos stratégies marketing, dans la façon aussi de vous décharger de certaines tâches, ben, l'épisode d'aujourd'hui, ça va être parfait parce que Thierry va vous donner plein d'exemples de comment il l'applique avec ses clients, puis comment ça lui permet aussi de fluidifier son flux de travail. Alright? Donc, je vous laisse avec Thierry, avec cette entrevue, et on se dit à très bientôt. Salut Thierry! Bienvenue sur l'ambition au féminin. Je suis tellement contente de t'avoir avec moi. Et merci Tatiana de l'invitation. Moi aussi, je suis très content d'être sur le podcast aujourd'hui. Ouais, puis tu sais, je trouve ça le fun parce que j'ai ouvert le podcast. Ça fait comme... On a introduit un homme avec Stéphane Mignot comme notre premier invité sur le podcast. Puis là, je suis comme, il y a tellement de personnes, que ce soit hommes ou femmes, genre, qui m'intéressent à avoir des discussions approfondies. Puis, fait que voilà, tu sais, c'est une dérogation à ce qu'on faisait avant, mais qui, je pense, s'en va dans la bonne direction parce que, bon, je me désenligne aussi un peu de la polarisation homme-femme, je pense, autant là, dans mon contenu que dans mes programmes. Puis, fait que c'est ça. Je suis contente de t'avoir. Puis c'était juste comme un petit intro pour tout le monde là, qui nous écoute puis qui entendent qu'on est sur l'ambition au féminin. Mais Thierry est là pour supporter aussi cette mission. Donc, ma première question, juste plus brise-glace pour toi, c'est toujours une question un peu générique. Puis la mienne pour toi, c'est qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petit? Ouf, quand j'étais petit, j'avoue qu'il y a plusieurs... Ouais, j'avoue que j'ai changé à plusieurs reprises de métier que je voulais faire. Parce que je me rappelle que je pense à 11 ans, je voulais être comme pianiste à un certain point. Parce que j'ai pris des cours de piano pendant quelques années. Mon père, qui lui, il était médecin à un certain point, je me dis, je vais aller en sciences. Mais finalement, j'ai détesté les cours de sciences au secondaire, donc ça a vite... Il y avait une chose, par contre, où je me souviens, à la fin de mon secondaire, je voulais devenir professeur de maths à un certain point. Wow. J'ai pas continué en mathématiques. Par contre, aujourd'hui, ça, je peux le dire, j'enseigne l'email marketing. Donc, tu sais, l'aspect enseignant, ça, c'est toujours quelque chose que j'ai apprécié. Mm-hmm. Donc, ça, c'est une chose qui est restée. Puis, c'est vraiment comme plus tard à l'université. Donc, tu sais, je me suis pas mal cherché de pianiste, médecin, enseignant à marketeur. Mais moi, je vois toujours les liens entre toutes ces choses-là. Tu sais, je trouve que pianiste, le piano est un des instruments qui sont très mathématiques, justement, tu sais. Il y a quelque chose de très analytique dans le jeu ou la compréhension du piano versus quelque chose qui est plus comme le violon, par exemple, que
je sais pas. Genre, c'est très intuitif ce que je dis ici, ben, j'ai l'impression que je vois comme un trend. Probablement, parce que c'est vrai que quand on regarde la composition musicale, surtout quand on écrit de la musique, il y a quand même un aspect mathématique à considérer derrière tout ça, même si on va dans la composition, bon, si on va d'un point de vue plus poussé, effectivement, il y a définitivement comme certaines mathématiques à comprendre pour que ça sonne bien à l'oreille, pour que ça résonne auprès de l'audience. Donc, il y a quand même certains liens, je pense, on sait tout ce qui est la musique, mathématiques, l'enseignement, puis là aujourd'hui, marketing, j'aide justement les gens par l'email marketing à mieux raisonner avec leur e-commerce, avec leur audience directement. Ouais, il y a quelque chose dans l'harmonie que tu crées, mais aussi avec la complexité des outils avec lesquels tu travailles, hein, parce que ce que je trouve le fun avec ce que tu fais, c'est comparé à moi qui me spécialise pas du tout en e-commerce, je trouve que dans le e-commerce ou dans, comment qu'on traduit ça en français? Boutique en ligne, on peut dire. Les boutiques en ligne, ouais. Il y a beaucoup plus de calcul, justement. Hein? On est beaucoup dans les taux de conversion. On est dans qu'est-ce qui s'est passé au niveau, là, dans l'observation des datas d'un point de vue très mathématique, justement. Puis l'utilisation des outils pour optimiser tout ça. Puis je pense que tu t'es spécialisé un peu plus dans cette vague-là, sachant que quand même, tu es un grand créateur de contenu aussi. Merci, mais c'est vrai que même en marketing, il y a vraiment ces deux aspects-là avec lesquels jouer où il faut être quand même assez analytique, savoir jouer avec les chiffres et comprendre pour bien les interpréter. Mais de l'autre côté, quand on parle de marketing, mais c'est vraiment très proche de l'humain aussi. Il y a tout cet aspect-là, savoir mais comment justement interpeller les personnes, soit par leur logique ou par leurs émotions comme telles, mais il faut aussi quand même savoir le chiffrer en même temps. Ben oui. Magnifique. Je pense qu'on va avoir la chance de vraiment s'en parler à travers cet épisode-là. Mais aujourd'hui, je t'ai invitée parce que je te vois beaucoup sur LinkedIn. Hein, tu es très active sur LinkedIn. Puis, ça fait quelques mois, je dirais, tu nous partages beaucoup l'évolution que tu fais au niveau de tes pratiques, que ce soit de rédaction, mais aussi professionnelle, avec ChatGPT, ou est-ce qu'on peut dire en gros l'intelligence artificielle, parce que tu utilises aussi Midjourney, fait que tu utilises plusieurs outils qui sont dérivés de ces modèles-là, et tu démystifies un peu comment toi tu l'as approché, expérimenté avec, puis tout ça, puis je trouve ça super intéressant de te voir, d'apprendre avec toi, ou par toi plutôt, et de m'intéresser à ces domaines-là, pendant que moi aussi, j'expérimente. Fait que je voulais peut-être savoir, avant qu'on rentre plus dans le vif du sujet, c'est quoi, tu sais, comment t'es rentrée dans ce monde-là? Qu'est-ce qui a été comme ta porte d'entrée pour toi dans ChatGPT, etc.? Là? Moi, ça a commencé à l'été 2021, quand j'étais sur le marché du travail dans mon 9 à 5. Pour faire histoire courte, j'étais directeur marketing dans une entreprise où je devais gérer tout le marketing de 4 filiales. Donc, je faisais autant le SEO, la publicité en ligne, tout ce qui est la création de contenu pour 4 entreprises. Donc, il faut se dire que j'étais assez occupé. Puis à un certain point, je me disais, si je continue à cette vitesse-là, c'est sûr que je me brûle. Donc, il faut que je trouve des moyens justement de réduire mon temps supplémentaire pour, je veux quand même profiter de la vie aussi. Là. Puis en 2021, pour mettre en contexte aussi, j'étais encore à l'école. J'étais en train de finir mon DESS en commerce électronique à HEC et je commençais à prendre mes premiers clients sur le côté. Donc, à un certain point, le 40 heures, je tenais vraiment pas à le dépasser parce que j'avais aussi autre chose à faire. Et c'est là que j'ai découvert Jasper, qui est un outil de rédaction avec l'intelligence artificielle. Comme je n'avais pas les moyens de le mettre sur ma propre carte de crédit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis sur la carte de la compagnie et c'est comme ça que je l'ai testé avec justement les différentes entreprises là où je travaillais. Donc essentiellement, là, mes premiers textes, je me suis assis, j'ai testé, itéré sans cesse pour vraiment mieux apprendre. Mais c'est sûr que je vais quand même ajouter une petite astérix aussi. Avant de me jeter dans l'IA, j'avais quand même pris le temps d'apprendre les bases de la rédaction copywriting. Je pense que l'été 2021, c'est en même temps que je faisais la rédaction d'Alex Martel. J'avais aussi fait quelques formations en rédaction SEO vu que je faisais tous ces aspects-là. Donc, j'avais quand même une bonne compréhension des bases marketing avant d'aller avec l'intelligence artificielle. Le but, c'est juste que je voulais être plus rapide, faire moins de temps supplémentaire. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai appris avec Jasper. Puis, est-ce que tu l'utilisais... Bon, j'imagine que c'était dans la stratégie aussi que tu avais avec ton client. Tu dis, OK, je vais apprendre cet outil-là, ça va être utile pour la suite aussi. C'était plus
est-ce que tu t'écrivais des courriels, par exemple, ou t'écrivais vraiment du contenu client-facing, tu sais, qui était devant des clients, puis que tu soumettais, ou tu sais, même pour leurs réseaux sociaux, ou peu importe? Au début, c'est vraiment purement des textes SEO, vu que, admettons, là, je dis ça, pour une personne en marketing, admettons, c'est un micro-budget, j'avoue, et que ton boss n'est pas trop ouvert, ton boss ou ta patronne n'est pas ouvert, justement, à te donner du budget. Moi, c'était vraiment le SEO qui était la meilleure façon d'augmenter le trafic pour ensuite, je pouvais aller demander de l'argent à ma patronne, puis dire, regarde, il y a du trafic, tu me donner de l'argent. Au début, c'était vraiment plus du SEO. Plus tard, j'ai commencé à faire tout ce qui est publicité et info. Et par contre, j'avoue que autant j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour écrire pour mes clients, mais j'ai jamais tant utilisé pour répondre à des courriels. En tout cas, à date d'aujourd'hui, ça, je le fais toujours manuellement, vu que... Fait que c'est pas encore dans ton processus plus service client, c'est vraiment création de contenu que tu utilises. Ouais, c'est plus création de contenu. Je vois des opportunités pour le service client, mais c'est pas encore assez standardisé de mon côté pour que je me mette vraiment à le faire. OK, cool. Intéressant. Puis là, bon, fait que t'as commencé à l'été 2021, t'étais super occupé. Là, t'as trouvé des façons de le systématiser, j'imagine. Ouais. Et là, quand ChatGPT est arrivé, c'est quoi les outils, mettons, que tu utilises en ce moment, là, qui t'aident le plus? En fait, je suis beaucoup plus sur ChatGPT Midjourney. Il y en a d'autres que je vois, mais que je suis pas encore rendu assez fort. J'avoue que juste ChatGPT 4, depuis que je le teste beaucoup, je le trouve comme très, très fort comme outil. Il y en a d'autres aussi. Là, je pense qu'il y avait Gamma.ai pour faire des PowerPoint avec l'intelligence artificielle que j'ai vu, mais j'avoue qu'il y a quand même un certain, je sais pas, pas une certaine gêne, mais il faut savoir aussi prendre du recul à dire qu'il y a certains outils qui peuvent te faire un beau travail rapidement, mais parfois aussi quand tu connais bien ton plan, parfois c'est mieux d'utiliser un outil puis ensuite... C'est pas de tout faire dans un seul outil. Mettons, juste pour récapituler ce que j'ai dit là, Gamma.ai, ça c'est pour tout ce qui est créer des PowerPoint, mais en même temps, vu que moi, quand je crée des PowerPoint, il y a beaucoup de slides, beaucoup de contenu. Habituellement, je préfère peut-être plus faire le plan avec ChatGPT. Ensuite, je l'écris. S'il y a certains trucs que je vais écrire manuellement, il y a des trucs plus banals que je vais écrire avec l'intelligence artificielle pour gagner du temps. Puis ensuite, là, je peux demander à l'intelligence artificielle de rendre ça plus propre ou un peu plus clean sur certains aspects. Moi, c'est comme ça que je le verrais à côté. Oui, parce que ça veut pas dire que tu vas nécessairement gagner du temps avec n'importe quel outil, parce qu'il faut que tu le maîtrises avant que ce soit vraiment bien intégré dans tes processus. Exactement. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis beaucoup sur ChatGPT 4 avec les plugins où là, déjà, je vois plusieurs façons de systématiser des tâches complexes. Même chose avec Midjourney où là, vu que j'ai une bonne compréhension en photographie, là, je faisais ça en 2017 et 2020, donc je suis quand même capable d'aller chercher générer de belles images. Il y a d'autres outils avec l'intelligence artificielle, mais je pense juste comprendre d'abord le cadre théorique, c'est plus important avant de plonger dans l'IA. Puis quand tu dis cadre théorique, juste pour qu'on soit clair, c'est vraiment comprendre... OK, ce que tu voulais dire, c'était ce que tu disais, là, je connais les bases du copywriting, je connais genre comment faire du SEO, je serais capable de le faire moi-même, mais là, maintenant, j'utilise la machine pour optimiser. Exactement, parce que ce que j'ai remarqué, puis la semaine dernière, j'ai pris un coaching avec un coach en IA. J'avais acheté un cours, et le gars, il offrait un coaching gratuit. Il a dit, regarde, 30 minutes pour qu'il réponde à toutes mes questions. Et là, il m'a dit, mais bon, le gars, il avait une grosse bibliothèque en arrière de lui avec une dizaine de livres de copywriting. Puis il m'a dit, regarde, chacun de ces livres-là, moi, je prends tous les modèles théoriques de ce livre, puis je nourris l'IA avec ça. De cette façon-là, pour répondre justement à certaines questions selon des modèles d'auteurs connus, ben là, je peux toujours utiliser l'IA. Moi, mettons, je vais donner un exemple où je l'ai fait. Je devais créer un cours sur le storytelling pour les e-commerce. Essentiellement, vu que je n'arrivais pas à me concentrer chez moi, je suis parti dans une bibliothèque pour travailler, puis je n'avais pas le livre de Donald Miller sur le StoryBrand Brand Script. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que pour créer mes exemples, j'aurais pu toutes les faire par moi-même, mais à un certain point, je me suis dit, OK, je vais demander à l'IA à dire, regarde, selon le modèle de Donald Miller, pourrais-tu m'expliquer comment cette marque-là l'applique? À partir de là, ChatGPT me donnait des exemples concrets, puis après, bon, c'est sûr que j'améliorais, je tweakais peut-être certains trucs qui étaient moins précis, mais tout de même, ça, c'est quelque chose que n'importe qui a, que ce soit une boutique en ligne, vend des services, peu importe, il peut prendre ce modèle-là, l'appliquer rapidement sans prendre le 4 heures que ça me prendrait à lire le livre au complet. Et là, en même temps, il faut que tu comprennes suffisamment bien. Puis là, juste
c'est intéressant parce que moi aussi, j'utilise Donald Miller dans certaines choses que j'enseigne en lien au positionnement de marque puis tout ça. Donald Miller qui utilise le fameux trope du héros, son ennemi, puis sa destination. Il faut quand même que tu comprennes, encore une fois, les subtilités pour être sûr que l'IA va pas te donner de la bullshit comme réponse puis te comprendre les dynamiques, elles sont justes. Fait qu'encore une fois, je pense que le lien avec la musique, c'est intéressant parce que c'est une chose de jouer des notes sur un piano, c'est une autre chose de créer une mélodie qui est harmonieuse. Exactement. C'est très bien dit, c'est vraiment ça, parce que tu rédiges, admettons, avec l'IA, que tu fasses des tâches un peu plus complexes, c'est sûr que si tu ne comprends pas ce qui se fait, si tu ne comprends pas ce que la machine fait, mais à la fin de la journée, ça va résonner faux, puis les gens vont le voir aussi. Hein. Mm-hmm. Et ça, je trouve, c'est l'erreur. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, OK, mais l'intelligence artificielle, ça écrit mal, mais si tu as pris le temps de bien comprendre ce que c'est de bien écrire, là, ça devient plus facile, justement, de demander à l'IA, OK, mais comment arriver avec quelque chose qui respecte, justement, ta voix de marque, ta voix unique et ta proposition de valeur. Oui, puis selon le peu que j'ai utilisé de l'IA, ce que j'observe, puis là, je l'ai vraiment pas utilisé beaucoup, même si jusqu'à date, je l'ai utilisé pour tester justement des modèles que j'étais en train de réfléchir par moi-même. Puis c'est compartimentalisé aussi, hein. On peut pas donner comme un méga prompt dès le début nécessairement si on n'a pas déconstruit le processus nous-mêmes de qu'est-ce qu'on recherche puis à quel degré d'exactitude on veut amener l'IA à faire la réflexion. Genre, on doit l'aider à se corriger aussi à travers le processus, j'ai l'impression. Ouais, c'est vraiment... Tu peux donner un méga prompt, mais comme tu l'as très bien dit, il faut vraiment présenter les étapes. Moi, habituellement, comment je le fais, c'est plus que je dis, voici ta tâche principale. Ensuite, je contextualise. Et là, si tu utilises, admettons, GPT-4, tu peux... Je donne un exemple de ce que j'ai fait avec une cliente dans le luxe. Parce que moi, par exemple, je connais pas trop les marques de luxe. La cliente m'avait donné un champ lexical. Donc là, ce que j'ai dit à ChatGPT-4, c'est de dire, regarde, peux-tu aller lire ce champ lexical? Voici la proposition de valeur. Parce que moi, j'avais fait tout un exercice avec la cliente sur son persona. On avait passé comme un 7 heures avec cette cliente-là pour comprendre justement la réalité, vu que je ne connaissais pas tant le cosmétique et le luxe. Donc, j'ai dit, regarde, lis le champ lexical, va lire le persona, va lire le story brand script que j'ai fait, ainsi que le customer journey. À partir de là, voici la tâche. Donc, je lui donne la tâche principale, le contexte. Voici les contraintes que tu dois respecter. Par exemple, là, c'est de la rédaction. Donc, je dis, regarde, il faut que tu t'assures, tu parles à des gens qui sont plus nantis. Voici les archétypes de voix unique que tu dois respecter. Le nombre de mots maximum par phrase. Donc, tout ça, c'est sûr que ça donnait un prompt qui était très long, mais après ça, je pouvais avoir des étapes. Je pouvais avoir toutes les choses que je voulais assez rapidement. Et moi, ça me permettait de passer plus de temps, peut-être juste rédiger le courriel, m'assurer que tout soit propre pour les séquences par la suite. Ah, c'est super intéressant. Plus tu as fait du travail en amont pour, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait, là, pour déconstruire toutes les étapes, plus c'est facile après ça. Dans le fond, la machine, elle fait juste générer le produit final. C'est un peu comme aussi une imprimante 3D, là. Faut que tu fasses le plan en arrière, puis une fois que c'est bien construit, ben tu l'envoies à l'imprimante, puis let's go. Exactement, parce que moi, je dirais même avant de passer vers ChatGPT, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai pris parfois des cours sur comment déléguer, par exemple, en email marketing. J'ai vu ce que d'autres agences faisaient partout à travers le monde. Donc, moi, j'avais déjà comme un genre de template préfet. Là, après, l'idée, c'est de se dire, OK, mais comment je prends le template qui est moi sur mon logiciel ClickUp de gestion de projet, et ensuite, on l'écrit avec ChatGPT. Donc, même chose quand vient le temps de déléguer, moi, ce que je recommanderais, c'est vraiment d'avoir ces processus clairs, que ce soit dans Asana, ClickUp, n'importe quel logiciel. Dites-vous qu'est-ce que je dois faire, quels sont les contextes que je dois comprendre, qu'est-ce que, mettons, un être humain devrait comprendre avant de faire le travail. Magnifique. Magnifique. Donc, donne-nous des exemples peut-être de comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans le quotidien. Parce que là, je pense qu'on comprend le grand concept, mais d'autres exemples. Là, par exemple, tu as parlé de créer une liste. Je t'avais vu comme sur LinkedIn parler de génère-moi des idées sur 2 mois pour des infolettres ou des choses comme ça. Fait quelles autres choses, toi, tu aimerais créer des prompts pour tes clients ou pour toi-même qui pourraient les aider à
à utiliser le chat GPT ou l'intelligence artificielle? Parce que est-ce que tu vois les deux comme est-ce que chat GPT c'est une intelligence artificielle pour toi? Non, genre plus comme un modèle d'intelligence artificielle, comme tel, parce que c'est sûr que, tu sais, il y a le concept d'IA qui existe depuis quand même plusieurs décennies, puis ensuite ChatGPT, à partir de ça, ils ont créé comme... Je sais pas, là j'avoue que j'ai pas la terminologie exacte, donc là, il faudrait me corriger. Je pense que ce soit modèle LLM, le langage de langage... Donc là, je sais qu'il y a comme des mots exacts, mais là, je les ai oubliés, mais je vois plus comme un modèle qui est utilisé, puis il y en a d'autres qui utilisent justement différents modèles pour créer d'autres types de produits. Ouais, on n'est pas encore assez, pro Non, ingénieur pour connaître tous les détails, mais je comprends ce que ça veut dire dans le sens que c'est pas une intelligence en soi, mais c'est un modèle prédictif qui utilise l'intelligence artificielle pour créer certains résultats, mais c'est pas comme une intelligence artificielle pure. Fait que pour ceux qui veulent juste comme s'informer sur ça, là, ça serait intéressant. Je vais peut-être vous trouver un article là, aussi que je mettrai dans les notes de cet épisode. Mais pour en revenir à notre question... Oui, vas-y, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose. Sinon, Google, ils ont sorti un cours qui donne vraiment... Bon, là, j'ai commencé... Bon, il y a comme 6 cours, là, j'ai fait le premier, donc, où là, il y a comme tous les détails, c'est tous les mots techniques à comprendre, je pense, sur l'intelligence artificielle. Là, c'est comme 1 heure, je pense 1 heure par cours, ça se fait super bien. Là, j'avoue que j'ai eu le premier, mais ensuite, moi, je suis en train de voir les autres pour comprendre justement qu'est-ce qui se passe derrière. Juste prendre je pense que pour tout le monde qui veut c'est intégrer un peu l'IA dans leur processus, c'est juste comprendre la base, ça va vraiment vous aider à comprendre pourquoi, admettons, le texte qui est sorti ne respecte pas mes conditions. Qu'est-ce qui fait en sorte que... Prendre le temps de comprendre ce qui se passe en arrière pour ensuite justement être plus efficace, ça je pense que c'est comme la chose importante en intelligence artificielle. Ouais, puis je trouve ça cool parce que tu sais, moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup en système et en processus aussi, même si j'ai un côté artistique, puis je pense que peut-être on va pouvoir parler de ça un petit peu aussi, là, comment les deux se combinent dans ce genre de travail-là, ou créatif, je ne dis pas nécessairement artistique, mais créatif. Puis quand j'ai juste commencé à jouer avec, j'étais genre « Oh my God », tu sais, moi qui étais comme tellement une fan de Notion, puis de systématiser mes processus d'une autre façon, avec Zapier, puis des choses de même. Après ça, je vois comme des outils comme l'IA, puis juste comme, on augmente la capacité d'optimisation vraiment genre par 1000 avec ça, là. Donc, quel genre de choses tu verrais comme pas nécessairement des prompts, des prompts sur lesquels tu travailles ou des cas pratiques d'utilisation ou comment on peut simplifier le quotidien là, d'un entrepreneur avec ça? Je vais aller avec quelques que je suis en train de faire présentement. Donc, pour mettre en contexte, c'est que moi, je fais de la consultation en marketing pour e-commerce. Donc, ça arrivait parfois que j'aidais les clients autant sur la partie SEO, la partie Facebook Ads. Par contre, moi, ce que je vais faire dans les prochains mois, c'est vraiment me spécialiser uniquement en email marketing. Donc là, vu que j'avais déjà comme créé tous les processus pour dire des services, ben là, ça fait en sorte que je me dis, OK, Facebook Ads, je ne vais plus le faire. Par contre, ça tombe que j'ai parfois des clients qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller voir une agence, mais qui ont un bon produit. Le produit a une mission précise, mais là, tu peux pas, ton cash flow ne te permet pas d'aller cogner à la porte d'un bon freelance ou une agence. Donc moi, un prompt que j'avais fait, par exemple, c'était un prompt qui va créer ta stratégie en Facebook Ads, ainsi que tous les textes publicitaires en respectant justement ta voix de marque et ainsi que les bonnes pratiques en publicité Facebook. Donc, je dis, regarde, je voudrais que tu me fasses une stratégie. Voici les conditions à respecter. Donc, c'est sûr que avant de faire ce prompt-là, j'ai quand même passé des dizaines d'heures à suivre des formations et aussi des dizaines d'heures à le faire avec des clients par moi-même. Ensuite, qu'est-ce que ça fait? C'est que le prompt va dire, voici la stratégie, voici les 3 campagnes que tu devrais sortir, voici comment tu devrais mettre ton budget. Mais c'est sûr qu'il faut toujours garder aussi un esprit critique. C'est pour ça qu'il faut aussi prendre le temps d'apprendre les bases. Par la suite, ça sort des tableaux à dire, OK, voici pour ta première pub, ta première campagne, voici 3 textes publicitaires. Là, ça sort tout. Donc, moi, tout ce que j'ai fait avec la cliente à la fin, c'est dire, regarde, on crée les visuels sur Canva. Puis, très souvent, en marketing, on ne va pas se le cacher. Je trouve que souvent, on essaie de comme complexifier certains processus, alors que quand tu es en train de chercher, quand tu es en train de découvrir ton marché, tu n'as pas besoin d'aller dans du marketing super complexe. Le but, c'est vraiment de plus rapidement, de juste tester et itérer. Donc, aller vers quelque chose qui est vraiment plus simple, c'est rentable. C'est pas,
C'est sûr qu'il faut qu'il y ait le produit market fit pour que ce soit bien rentable, mais on est quand même capable d'aller chercher des premières ventes, voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ça, mettant en publicité, ça, c'est une chose que j'ai testée avec une cliente où je suis en train de le faire, puis on a une campagne qui fonctionne, qui est rentable aussi. Donc, déjà là, je suis comme, OK, ce prompt-là, c'est quelque chose que je pourrais donner à plusieurs entrepreneurs, entrepreneuses qui, justement, veulent faire de la publicité Facebook, n'ont pas les moyens de se payer une longue formation, mais tu veux juste tester rapidement, mais ça, c'est une chose qu'on peut faire. Un autre prompt que je suis en train de tester, parce qu'aujourd'hui, là, je suis en train de faire mon dernier, ce qui risque d'être mon dernier rapport SEO. Donc, on parle de SEO, c'est tout ce qui est avec le référencement naturel à vie. Puis, j'ai réalisé ça, c'est que souvent, moi, dans mes plans SEO, donc, je présente la théorie, puis je dis, voici ce que tu dois faire, mais c'est sûr que ça prend du temps. C'est du temps, c'est des heures de travail. Donc là, ce que je suis en train de faire dans mon plan, c'est dire, OK, pour chaque étape que tu dois faire, maintenant, tu as un prompt personnalisé. Donc, tu dois optimiser ta fiche Google, OK, mais j'ai rédigé une description de 750 caractères, c'est pas complexe. Mais souvent, les gens ne savent pas comment. C'est sûr que moi, j'ai ma méthodologie, mais là, j'ai juste donné ma méthodologie à dire, voici les conditions à respecter. Tu mets les mots, tu remplis les cases, directement, tu as quelque chose qui est propre. Après, sûr, il faut que tu peaufines pour que ça respecte les conditions. Mais directement, tu peux aller beaucoup plus vite que si tu faisais ça à la mitaine. Ouais, puis même, c'est super intéressant parce qu'un truc aussi que j'ai testé ces temps-ci, ben là, moi, je suis beaucoup dans mon processus de show notes pour le podcast. J'ai pas encore trouvé exactement la façon la plus fluide de répliquer ce que je cherche, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que dans mes show notes, j'introduis d'une façon un peu storytelling ou des choses comme ça dans, pour contextualiser. Puis ça, j'ai pas encore trouvé comment répliquer ça dans un prompt. Mais une chose que j'avais trouvé le fun, puis c'était super simple, c'était de mettre plusieurs de mes publications LinkedIn dans ChatGPT, lui demander de décrire mon style, lui demander de décrire quel genre de personne écrirait avec ce style-là, puis après ça, de faire l'inverse, puis dire, OK, maintenant, rédige une publication avec ce qui vient de sortir comme information, mais sur un sujet X. Puis là, j'étais genre, ah oui, c'est vrai. Et comme il a vraiment bien répliqué le ton et la voix, même si, bon, c'est peut-être pas l'approfondissement du sujet que j'aurais fait moi-même, mais tu sais, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans aussi dans le côté style. Absolument. Puis ça c'est là que je trouve que l'intelligence artificielle peut être assez puissante. Après, c'est sûr qu'il y a aussi c'est un peu à double tranchant dans le sens où c'est plus facile, mettons, pour toi comme pour moi, justement, de pouvoir rédiger plus rapidement tout en gardant son style unique, mais ça fait en sorte que aussi d'autres personnes, a priori, pourraient éventuellement le répliquer. Donc ça, c'est aussi, je le vois à double tranchant dans le sens où quelqu'un peut effectivement te plagier. Donc c'est là que je trouve que avoir cette éthique à dire, OK, je n'ai pas envie d'aller plagier les autres. Par contre, le fait que tout le monde aussi puisse répliquer, j'ai l'impression que ça nous force un peu à nous améliorer sur certains... je le vois comme ça, en tout cas, à moyen terme. Je pense qu'à court terme, ça fait en sorte que là, tout le monde peut créer du contenu. Donc, il y aura peut-être beaucoup de médiocrité, je mets ça en guillemets, comme tel, vu que là, tout le monde va pouvoir se mettre, va plonger dans la piscine. Mais éventuellement, il y a une certaine qualité qui va sortir. Puis, je peux faire une analogie avec TikTok en 2020 versus TikTok 2023. C'est TikTok en 2020, tous les experts allaient vous dire, prenez votre cellulaire, faites du contenu, que ce soit pas beau, c'est pas grave. Là, aujourd'hui, au contraire, on est dans un style qui est quand même beaucoup plus propre, plus léché. Il faut que là, tu découpes tes vidéos. Là, il faut que tu mettes tes sous-titres. Donc, tout ça, il y a encore des personnes qui, oui, peuvent faire des TikTok où c'est, bon, peut-être pas propre comme tel. C'est une vidéo qui est peut-être filmée un peu croche, avec un éclairage pas super. Mais aujourd'hui, c'est une personne qui aspire à bâtir son audience. Il y a certains critères à respecter. Les gens s'attendent à ce qu'aujourd'hui, tu fais du contenu sur TikTok, il faut que ça soit quand même assez propre. Donc, je pense qu'avec l'IA, ça va être assez similaire. À court terme, ça n'est pas très beau. Et ça, c'est malheureux pour nos fils d'actualité. Mais à moyen terme, on croise les doigts que ça va s'améliorer vu que les gens vont être plus rapides à détecter, dire qu'il y a ça. On voit que ça a été écrit par l'IA. Ouais, parce que je pense que l'affaire que les gens comprennent pas, c'est que quand tu laisses juste l'IA écrire, ça se peut aussi que ça fasse pas de sens ou que ce soit vide, ce soit vraiment coquille vide puis qu'il y ait cet effet-là. Puis je pense qu'on en revient encore une fois à cette... Tu sais, ça peut être visuellement beau, ou du moins, genre, ça fait sens quand on lit, les mots sont bien alignés, mais quand on fait juste plonger à degré 1, 2 ou 3, ben là, ça commence à briser à l'intérieur. Parce que là, tu sais, c'est sûr que
ce que je trouve intéressant avec la façon dont tu l'utilises, c'est vraiment pour systématiser des processus qui sont déjà systématisés par des humains. Tu sais, le client idéal, une fois que la réflexion de fond est faite, ben là, on peut systématiser qu'est-ce qu'on fait avec. Tu sais, moi, dans Money Brand, puis tu le sais parce que tu l'as fait avec moi aussi, mais le fameux rapport de positionnement qu'on fait à la fin, ben c'était une façon de systématiser message de marque, tu sais, client idéal, parcours client, etc. Puis éventuellement, ça pourrait générer l'information qui après ça est réplicable ou du moins qui peut devenir un modèle test pour la machine juste pour augmenter la fluidité du processus. Mais là, il y a plusieurs personnes que je pense qui sont... Tu sais, on voit beaucoup la conversation sur « Oui, mais l'IA ne remplacera jamais l'humain », puis il y a une espèce de... Surtout chez les spécialistes des mots, hein, les rédacteurs, copywriters, etc., qu'il y a comme une espèce de rejet, je pense, qui est normal, de cet outil-là, puis d'essayer d'opposer machine et humain. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette fameuse dimension humaine? Comment, toi, tu la comprends dans ta façon d'utiliser ChatGPT et autres outils? Ce que je vois, mettons, je vais prendre les exemples que je vois dans certaines infolettes et aussi sur Twitter. Je vois que Twitter, c'est là que je fais pas mal plus ma veille ces temps-ci. Ça tombe bien parce que, je vais prendre le compte de Sephora. Sephora sur TikTok, en fait, pour mettre en contexte, c'est un garçon qui a 19 ans, derrière le compte, là, qui crée justement des scripts de TikTok Sephora et qui utilise justement l'intelligence artificielle pour dire, OK, voici ce que vous devez faire pour vos TikTok pour aller chercher la viralité. Donc moi, je pense pas que ça va entièrement remplacer l'humain. C'est sûr qu'on va pas se le cacher, ça va faire disparaître des emplois. Ça, c'est sûr et certain. Et je vois déjà, même moi, admettons, quand je le vois, comment je l'utilise dans mon entreprise, ça peut carrément remplacer sur certains points le stagiaire. C'est des tâches que j'aurais peut-être donné à quelqu'un en stagiaire, mais là, ChatGPT, je lui dis que voici quoi faire, il le fait rapidement. Donc moi, je pense que ça va pas nécessairement remplacer l'humain si on parle à court, moyen terme pour tout ce qui est marketing, mais ça va remplacer, par exemple, quelqu'un qui est moyen à médiocre en tout ce qui est, mettons, en rédaction, tout ce qui est publicité. Puis plus, justement, le temps avance, plus, justement, l'IA va s'intégrer dans tous les outils. Je pense, mettons, à Mark Zuckerberg qui a annoncé que c'est prochainement, lui, va intégrer l'IA dans tous les outils de Facebook. Donc là, au lieu de plutôt se dire qu'on doit rédiger nos publicités à la main, mais là, l'IA va aider. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir cette compréhension si on ne veut pas disparaître essentiellement. Par contre, je pense que le service à la clientèle, le fait de nous mettre de l'avant, ça va toujours rester quand même pertinent. Même si le travail final va peut-être être fait en bonne partie par une machine, mais on connecte encore quand même toujours à des êtres humains. Là où j'ai une petite crainte, très franchement, c'est plus au niveau de tout ce qui est la vidéo générée par l'IA et l'image. Parce que là, on voit quand même de plus en plus certaines personnes qui font des vidéos entièrement générées par l'intelligence artificielle. On prend notre visage, notre voix, on peut le faire. Donc là, c'est là que je t'avoue que j'ai une crainte. Parce que là, ça crée plein de débats éthiques. Il y en a qui vont pouvoir, mettons, je prends le visage de Tatiana, je prends ta voix, je pourrais créer des vidéos qui ressemblent, mettons, à Tatiana. Donc ça, c'est une chose qu'il faut quand même considérer dans les Et illégale, ouais. Exact. Ouais. Ouais, puis je pense que j'avais lu aussi une nouvelle comme quoi qu'un photographe avait gagné un prix de photographie sur une production complètement faite par l'IA, puis là, ça avait généré le questionnement sur l'art aussi, puis sur comment est-ce qu'on va définir qu'est-ce que c'est de l'art, puis quelque chose de réellement créatif. Puis c'est pour ça que je trouve ça comme... Là, on peut rentrer dans une conversation éthique à un certain niveau, mais ce que je trouve le fun avec les prompts que tu nous parles, puis la façon dont tu l'utilises, c'est que ça reste purement de l'exécution, ou c'est opérationnel, tu sais. Puis je pense que c'est vraiment ça, les couches à travers lesquelles, tu sais, on peut vraiment y réfléchir. Puis même, une autre chose avec laquelle j'étais en train d'expérimenter, moi, de mon côté, c'était une assistance à la réflexion, tu sais, juste le fait de me forcer à poser des bonnes questions à l'IA, parce que là, je réfléchissais, par exemple, je donne un exemple, là, je réfléchissais au concept de méritocratie, puis j'avais pas un objectif en soi
de qu'est-ce que je voulais faire avec ce concept-là. J'avais mes idées, j'avais genre ce que j'en pensais, mais dans un dialogue avec ChatGPT, je pouvais comme mettre comme en miroir mes propres réflexions sur ce que ChatGPT me donnait comme réponse à mes interrogations, mais que je lui posais plus comme test de ce que moi je comprenais réellement. Puis là, ça pouvait approfondir la conversation puis la réflexion. Puis à partir de là, après ça, générer une réflexion encore plus riche de mon côté où je pourrais aller faire plus de recherches puis plus d'approfondissement genre du concept. J'aime vraiment comment tu utilises ça, parce que c'est vrai que j'ai vu ça sur LinkedIn récemment, une personne qui parlait de justement comment l'utiliser l'IA pour la philosophie. C'est-à-dire, mettons, je pose des questions en fonction d'une perspective philosophique X, Y, et là, ChatGPT peut te sortir justement différentes façons de dire que mais selon tel auteur, voici ce qu'il proposerait. Et là, c'est une bonne façon parfois d'approfondir, justement, comme tu le fais très bien. Moi aussi, j'avais fait ça avec, quand j'ai fait le cours, donc j'ai fait le premier cours d'IA de Google. À un certain point, tu sais, bon, j'écoutais la vidéo, mais je ne comprenais pas tous les détails. Donc là, je disais, mettons, c'est OK, voici ce que j'ai compris, peux-tu approfondir, me donner d'autres exemples concrets? Puis à partir de là, tu sais, il complétait. Donc moi, ça faisait comme des notes de cours, mais là, il détaillait justement pour chacun des points. Tu sais, il approfondissait un peu ma réflexion, mais après, c'est sûr qu'il y a certains trucs aussi que, tu sais, on va revérifier. Il y a certains trucs que là, je regardais, puis je suis comme, OK, je suis pas sûr si tu allé browser sur Internet pour ça, donc là, j'ai juste copié pour aller juste vérifier. Donc, il faut avoir quand même un peu cette rigueur académique. Ça, on nous enseigne souvent au cégep, université, pour se dire, OK, il y a des trucs qu'on va nous donner, c'est pas tout le temps vrai, mais savoir cet esprit critique, ça, c'est plus important. Et puis même, tu sais, des fois, ça va être un mot. Fait que je pense qu'effectivement, tu sais, pour moi, ce qui s'en vient plus en termes de comment nous, marketeurs, mais aussi penseurs, entre guillemets, ou enseignants, ou professeurs, ben ça va être de vraiment... Ou leader de pensée aussi, hein, c'est déguiser ce sens critique-là pour rester en contrôle de ce qu'on input dans la machine au lieu de, tu sais, lui balancer des ordres en espérant qu'on va se désinvestir du résultat. Exact, ça c'est définitivement important. Là où je pense que peut-être que les gens vont se désinvestir, parce que je sais qu'il y a, tu sais, le prompt engineering, donc le fait de créer des prompts, mais il y a aussi le prompt, là je suis pas sûr du nom, là c'était prompt chaining, parce que quand j'avais pris justement le coaching, moi j'avais posé la question. Parce qu'essentiellement, si j'avais montré un prompt pour créer des calendriers éditoriaux pour mes clients, mais là je me suis dit, OK, admettons que je devrais me désinvestir. Donc admettons que pour chaque élément du calendrier, j'aimerais que tu me crées justement le brief complet, puis ensuite tu rédiges. Mais là, il y aurait moyen, mais là, il faut avoir peut-être un peu de background en programmation pour lier les différents prompts entre eux. Donc, à un certain point, là, il faudra peut-être voir, sûrement ça va se faire plus marché américain, donc quelqu'un qui va, vu qu'ils sont toujours comme plus en avance que nous, il y a des gens qui vont trouver le moyen de vraiment lier les différents processus d'affaires. Mais je pense que ça se fait déjà. Je sais qu'il y a Agent GPT qui existe, mais qui est quand même très... en interface, comme je trouve que c'est assez, pas épeurant, mais quand même plus complexe. Donc, il faut quand même avoir un certain background de programmation, mais c'est être capable de comprendre un peu ça, et qui pourrait effectivement se rapprocher de tout ça. Donc, créer vraiment différents processus entre eux liés avec de l'intelligence artificielle. À travers l'API aussi, parce que l'autre chose que je voulais... Puis, bon, il y a plein d'affaires qui me viennent en tête. La première, c'est que, veux pas, cette littératie technologique aussi devient de plus en plus importante pour tout le monde, puis pas juste les personnes qui travaillent en technologie ou qui travaillent avec la technologie. Puis je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui est dommage quand les gens veulent juste rejeter l'innovation en disant « Ah, ça remplacera jamais l'humain ». C'est comme, peut-être que non. Tu sais, je pense pas que ça va remplacer l'humain, mais en même temps, c'est sûr qu'il y a un danger réel sur les jobs parce que, comme tu dis, tu sais, si entre engager un stagiaire, moi qui ai très peu de ressources ou peu importe, et utiliser ChatGPT qui va me coûter 20$ par mois, tu sais, à un moment donné, c'est comme, on va pas non plus, tu sais, devenir fou, là, comme les gens vont aller vers l'outil qui va leur permettre un ROI maximal avec le moins d'efforts possible, tu sais. Fait que
il y a cette littératie, je pense, aussi en termes de programmation. Puis là, le cours Google, ça, c'est super intéressant. Je sais que j'avais travaillé avec Concordia sur un programme aussi de littératie AI, tu sais, en intelligence artificielle, juste ne serait-ce que parce que dans les milieux du travail, ça va être de plus en plus commun de travailler avec ces outils-là. Puis, ben, il faut être au courant de ce que ça peut faire pour nous et contre nous et comment les utiliser comme il faut, là. Il y avait d'autres choses aussi que je voulais dire. C'était par rapport à l'expérience, parce que tu disais, bon, peut-être ça va pas remplacer l'expérience client ou le service client. Là, je pensais à ce que Alex Martel avait fait pendant le bundle catching, où elle avait créé un robot pour suggérer par quelle formation du bundle commencer. Puis elle avait fait ça avec ChatGPT, puis je trouvais que c'était un bel exemple de comment tu pouvais augmenter aussi l'expérience client sans être investi personnellement, mais en ayant fait la réflexion en amont de qui est ton avatar, puis comment l'aider davantage aussi. Ça, oui, ça, je m'en souviens, effectivement, le robot. Puis je pense que pour les entreprises, effectivement, à court terme, ça va simplifier le fait qu'à, mettons, pour les questions, on va dire, récurrentes, définitivement, ça va être bon. Comme ça, on se concentre vraiment sur ce qui est, on va dire, le plus important. Après, là, savoir à quel point ça évolue. Parce que là, je sais que, je vais donner un exemple de ce que j'ai vu sur Twitter. Il y a une chef d'entreprise, Mirella Crespi. En gros, pour mettre en contexte, elle fait de la publicité TikTok. Et habituellement, en publicité TikTok, il y a les images, mais il y a aussi un voice-over qui est ajouté dessus. Donc, elle, ce qu'elle fait avec l'intelligence artificielle, c'est que là, maintenant, elle a eu la permission d'utiliser la voix des créateurs de contenu pour ajouter le voice-over dessus. Donc, si, admettons, il y a une erreur dans le voice-over original, ben là, elle peut juste prendre l'IA, elle recrée le tout sans devoir repasser par l'humain. Donc là, ma crainte que j'ai, c'est à se dire, à court terme, je pense que ça va être bon. En sens où, OK, là, l'intelligence artificielle va prendre le 80% des trucs qui prennent le plus de temps, puis elle va se concentrer sur le 20% qui est comme le plus important. Mais là, ça va se dire, est-ce que éventuellement, le fait qu'on puisse répliquer la voix humaine, qu'on puisse comprendre justement les questions, est-ce que ça va pas disparaître complètement? Parce que ça ce sera quand même un danger. Je vais prendre un exemple aussi où je trouve que là, il y a un vrai danger avec l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle les e-girlfriends. Je prends un exemple, il y a une personne, justement, ce qu'elle a fait, elle a utilisé sa voix. Donc là, l'intelligence artificielle est capable de répliquer sa voix, et avec tous les textes, la façon dont elle parlait, maintenant, elle offre un service de girlfriend virtuelle. Donc là, il paye $1 la minute pour parler avec elle virtuellement. Donc là, je me dis, si quelqu'un le fait déjà dans des relations qui sont quand même interpersonnelles, des relations plus intimes, c'est sûr que niveau entreprise, où c'est des questions plus, on va dire, génériques, il y a quand même un petit danger qui pourrait venir. Là où je pense que vraiment l'IA va donner un certain danger, c'est quand ça va impacter la culture, relations interpersonnelles, et ça, je pense que ça, c'est vraiment les deux principaux dangers où ça va comme créer une certaine cassure. Ouais. Puis c'est là qu'on rentre aussi dans tout ce que les récits de science-fiction nous ont montré aussi comme potentiel, hein, résurrecter des personnes décédées ou des choses comme ça aussi. C'est déjà le cas, en fait. Ben oui, surtout qu'on a tellement de traces numériques, on a des courriels, on a genre un tas de choses comme ça à travers lesquelles créer ces modèles imaginaires-là. Fait que, tu sais, d'un point de vue de la psychologie puis la cognition de l'humain, ça risque d'avoir des effets quand même assez importants, d'où l'importance aussi de s'approprier ou de comprendre ce qui se passe à ce niveau-là, puis de pas juste le rejeter en espérant que ça va pas nous affecter, mais vraiment comprendre comment on peut aussi se protéger de ça. Puis, tu sais, entamer la réflexion pour soi-même aussi dans notre quotidien. Exact. Je pense surtout tout ce qui est comme sécurité, cybersécurité, sécurité des données, ça, je pense que ça va devenir important de le comprendre, parce que je vais prendre l'industrie de la musique, par exemple. Je vais prendre l'artiste Drake, très connu, artiste de Toronto, là. Sur YouTube, maintenant, il y a des albums complets et ça sonne comme Drake. Et ça, le pire, c'est que, bon, en tout cas, parfois, j'écoutais de la musique générée par l'intelligence artificielle pour le plaisir, là, pour voir un peu. Puis il y a comme une évolution que je trouve assez similaire avec la rédaction persuasive aussi. Dans le sens où les premiers textes, moi, quand je rédigeais en 2021, ça sonnait robotique. Ça se voyait, c'était des longues phrases avec beaucoup d'adverbes, c'était pas super. Mais après, au fur et à mesure que j'ai appris à utiliser, là, je pouvais avoir quelque chose qui était quand même, entre guillemets, très humain, qui respectait la voix de la marque.
Là, ce que j'ai remarqué avec maintenant, je vais prendre le rap, c'est là où je vois beaucoup de musique générée par l'intelligence artificielle. Les premiers, c'était très robotique, mal mixé. Donc, on pouvait reconnaître facilement que ça, c'est l'IA. Mais là, maintenant, il y en a qui sont capables de générer justement des textes qui ressemblent à ce que, mettons, un rappeur aurait dit dans sa musique, mais en plus, aujourd'hui, c'est quand même bien mixé. Donc, les gens ont quand même le background technique, musical pour répliquer ça en musique. Donc là, c'est rendu qu'il y a maintenant des gens qui se disent, OK, ben regarde, cet artiste-là, ça fait 5 ans que tu n'as pas lâché de musique, ben je vais le faire pour toi. Wow, ouais. 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 Non, puis là, bon, encore une fois, tu sais, je trouve ça intéressant parce qu'on parle beaucoup d'authenticité depuis plusieurs années en marketing, mais là, ça va être comment est-ce qu'on prouve l'authenticité. Là, maintenant, il y a Facebook avec ses crochets bleus, il y a comme un tas d'affaires aussi. En tout cas, bref, il y a tout ça qui se mêle dans la conversation, là. Mais oui, mais là, j'ai l'impression qu'on rentre dans un... Ça serait super intéressant d'en parler parce qu'à quelque part, c'est genre... Est-ce que... Ça me fait penser à comment la mode est créée aussi, le fast fashion en ce moment, qui est toujours créé sur qu'est-ce qui a été le plus populaire, ce qui fait qu'il y a comme une espèce de loop, il y a une boucle qui se crée au niveau de la mode où c'est de répétition sans cesse, puis il n'y a plus d'innovation possible parce que les nouveaux trends sont créés sur le plus populaire de la saison passée, puis là, ça devient juste comme un écho d'un écho d'un écho d'un écho complètement en répétition, tu sais. Absolument. Puis ça, j'avoue que là, j'ai une crainte quand on parle aussi de la création d'images par Midjourney. Parce que oui, je l'utilise pour... Bon, je m'amuse avec ça. Mais là, j'ai commencé à réaliser... Je vais donner un exemple. Quand j'étais à C2, il y avait la conférence de Tony Hawk. Tony Hawk, qui est un skater super connu. Puis lui, il disait, à travers le monde, souvent, il est comme, OK, les mêmes acrobaties, là, on les fait partout. Vu que tout le monde est sur les réseaux sociaux, donc tout le monde réplique les mêmes choses. Par contre, là, il a dit, mais il y a certains pays, je pense que c'était en Ouganda, là, je ne sais pas quel pays d'Afrique il avait mentionné, il a dit, mais il y a un pays où là, les réseaux sociaux n'ont pas trop affecté, donc là, ils ont un style qui est vraiment très particulier. Donc là, l'impression que j'ai, et surtout avec, je prends Midjourney à titre d'exemple, mais il y a plein d'autres modèles pour générer de l'image, c'est que, tu sais, on va avoir un style qui va vraiment être le même partout, qui va vraiment commencer à être similaire. On va voir, OK, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? OK, on va répliquer ce style-là, puis éventuellement, on va prendre un autre style, mais qui est toujours basé sur ce que quelqu'un d'autre a fait. Parce qu'avec l'IA, encore là, on peut dire, OK, prendre des photos comme tel photographe. Et directement, on peut répliquer ce genre d'image. Donc, c'est sûr que moi, mettons, je le fais, c'est plus pour le plaisir, mettons, je crée mon contenu, puis là, le soir, je sors des images. Par contre, là, le fait que tout le monde puisse faire ça, puis qu'il n'y a pas nécessairement une innovation, parce que moi, par exemple, OK, j'ai fait de la photographie, donc je comprends comment, mettons, placer mon appareil, je pense à tous les paramètres photographiques. Par contre, la personne qui n'a jamais pris le temps qui n'a pas pris le temps d'apprendre l'histoire de l'art, là, je pense qu'il y a peut-être une certaine stagnation qui risque de se faire, et c'est là que c'est quand même important de garder cette touche humaine, de continuer de le faire par soi-même. Il y a deux façons de le voir. Si je prends un Rodeo FX. Rodeo FX, qui est une compagnie montréalaise qui fait aussi les effets spéciaux pour les films. Mais eux, ce qu'ils ont dit, c'est que maintenant, eux, ils utilisent l'IA pour poser les bases. Donc, admettons, si je veux créer une forêt dans un film, plutôt que de faire les arbres à la main, ça serait que la physique fonctionne bien. Mais là, OK, directement, on crée un prompt, c'est fait. Puis là, eux, ils peuvent mettre plus de temps pour être perfectionnistes sur les petits détails qui font en sorte que dans un film, tout semble réaliste. Ouais, puis tu sais, en tout cas, bref, encore une fois, ça peut ouvrir toute une discussion sur la réplication en art, parce que c'est pas nouveau non plus, hein. Il y a eu des écoles où le Rembrandt, c'était pas Rembrandt qui l'avait peint, mais c'était comme des personnes qui travaillaient dans son atelier, mais tu sais, qui travaillaient selon un modèle, un style qui était très propre à lui. Fait que dans le fond, cette répétition-là, ou tu sais, ça ouvre aussi une discussion sur qu'est-ce que on consomme, sur comment est-ce qu'on va assigner de la valeur aux choses. Puis je pense que cette assignation de valeur, ça serait peut-être la dernière thématique qu'on pourrait adresser aujourd'hui, parce qu'on pourrait parler de l'art et l'IA est un sujet vraiment fascinant. Mais, tu sais, parce qu'à quelque part, quand on avait préparé un peu l'entrevue, on avait parlé aussi du potentiel de démocratiser l'entrepreneuriat grâce à l'IA, ou du moins d'ouvrir certaines opportunités à
des entrepreneurs qui en auraient peut-être pas, même des entrepreneurs débutants, puis on en a glissé un mot avec le fait de dire, ben, si j'ai pas d'argent pour un assistant, ben là, peut-être que je peux travailler avec un IA, mais est-ce que toi, tu vois aussi des... comment dire? Ben oui, des potentiels de démocratisation à ce niveau-là, puis qu'est-ce que ça voudrait dire, démocratiser par l'IA, sachant que, aussi, il y a tous ces dangers-là et le potentiel de exclure autant que inclure, si c'est clair ce que je demande. Ouais. Ça, parce qu'il y a une idée qui m'est... Ben, c'est pas de moi l'idée, mais c'est William Dulce qui est chez Origin Village. Donc, Origin Village, c'est... Bon, parfois, je travaille avec eux. C'est un organisme qui aide justement les entrepreneurs noirs. Et lui, il avait sorti cette idée-là, puis c'est là aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je travaille sur des prompts à temps perdu. C'est à se dire, mais tu sais, il y a plein d'entrepreneurs afro-descendants qui, tu sais, ils ont des super produits, une entreprise qui est rentable. Ils vont cogner aux portes des banques. Les banques sont pas prêtes à leur donner nécessairement les moyens. Là, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a plusieurs processus marketing que c'est quand même simple, c'est pas compliqué. Puis, si tu n'as pas les moyens de mettre les centaines de dollars pour aller voir le freelance ou une agence, ben regarde, l'IA peut t'aider à juste faire cette base-là. Comme ça, au moins, tu peux aller de l'avant. Donc, moi, mettons, je donne deux exemples avec quelques clientes. J'ai une cliente qui, récemment, elle me dit, OK, mais ces temps-ci, c'est mort. Genre, il faut que j'aille chercher des ventes, mais par contre, j'ai seulement $500, $500,000 pour tester en pub Facebook. Puis là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir son compte. Puis je dis, regarde, je regarde ton compte, je vois qu'il y a des erreurs dans la structure. Je ne peux pas prendre le temps de tout faire ça. Parce que normalement, je devrais te charger un certain prix pour ça. C'est pas gratuit. Par contre, j'ai un prompt qui pourrait faire le travail pour toi. Donc, essentiellement, c'est que là, j'ai donné le prompt, j'ai rempli les cases, puis directement, la structure qui normalement me prendrait, on va dire, quelques heures de réflexion, là, ça a été sorti automatiquement. Vu qu'on parle d'une personne qui débute en e-commerce. Elle n'est pas débutante, mais elle avait déjà une certaine expérience. Par la suite, là, l'idée, c'est de dire, mais OK, tout le temps que moi, j'aurais pris à créer la structure, rédiger les textes, c'est déjà fait, on fait les images. Donc, pour elle, il y a quand même un gain de temps, il y a un gain aussi d'argent pour que, elle a un bon produit. Je trouve que ça mérite d'être connu. Puis il y a plein d'entrepreneurs comme ça. Il y a entrepreneuses qui, ils ont des bons produits, ils ont cette faim en eux, ils n'ont pas tout le temps les moyens, puis bon, malheureusement, vu comment c'est le système bancaire, le système de start-up est fait, ça joue parfois contre toi. C'est-à-dire qu'on peut te donner les moyens avec l'IA. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait cette réflexion, mais moi, je le vois à court terme. Donc, ça, c'était l'idée que Williamson m'avait donnée, à dire, mais est-ce qu'il y a moyen justement d'avoir une banque, donc juste quelque chose qui permet à tout entrepreneur qui veut faire du marketing, mais qui n'a pas nécessairement tout le temps à apprendre les bases de certaines sciences du marketing. Mais tu peux faire ça. Donc, tu vas prendre le SEO, par exemple. OK, optimiser ta fiche Google, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Tu ne devrais pas payer des 200, $300, mais OK, on peut le faire avec de l'IA, simple, c'est bien fait. Et plus tard, tu pourras après payer quelqu'un pour que ce soit fait parfaitement, fait par un humain. Mais quand tu débutes l'entrepreneuriat, tu n'as pas besoin que ce soit parfait. Donc, c'est là que je pense que l'IA, c'est de vraiment démocratiser certains trucs. Oui, puis l'autre dimension aussi, puis je trouve ça super intéressant, parce que c'est là, moi, je vois aussi tous les potentiels. Tu sais, moi qui crée souvent des programmes que je fais la réflexion en amont, des concepts, des différents modèles que je veux inclure, de tout ce qui est sous-jacent à comment j'applique, par exemple, du marketing organique ou peu importe. Ben, après ça, de dire, je peux te donner ce contenu, je crée le modèle et je t'offre une aide à la réflexion, un peu comme ce qu'on disait tantôt que je disais, je réfléchissais à la méritocratie. Ben, voilà un prompt pour commencer une discussion sur ton client idéal ou sur des choses comme ça. Puis après ça aussi, autant automatiser, mais aussi approfondir la réflexion qui souvent c'est, comme tu dis, la chose que si tu l'as jamais fait, si c'est ta première business, si t'as pas nécessairement une espèce de grosse équipe de support autour de toi, ben comment tu peux aussi avoir un momentum que tu crées par toi-même, ben là, il y a comme un outil qui peut t'appuyer dans tout ça, là. C'est exactement ça, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. C'est vraiment comme ça que je le vois. Moi, ça fait quand même 3 ans que j'enseigne le marketing par courriel chez La Fusée, puis là, c'est une chose que j'ai remarqué, autant avec les élèves, et parfois aussi je donne des formations privées pour mon compte, donc parfois je peux voir qu'est-ce que les gens font après les formations données, c'est que, ils écoutent beaucoup, ils font les exercices, mais après ça, c'est un certain blocage qui se fait parce que tu veux bien faire les choses, c'est ton bébé, c'est ton entreprise. Donc, c'est là que je trouve que l'intelligence artificielle peut te donner un peu ce petit coup de pied dans le derrière pour se dire, OK,
c'est pas parfait, mais tu peux avoir quelque chose qui est quand même plus qu'acceptable. On va dire, c'est pas un A, tu n'obtiendrais pas un A, mais tu auras peut-être un B- pour ça, puis après, tu peux retravailler la copie pour aller chercher ton B+, A-. Donc, c'est comme ça que je vois que l'intelligence peut démocratiser. Donc, il y a certains processus que je vois. Donc, je donnais aussi l'exemple un peu plus tôt avec j'ai une cliente qui, elle vend justement certains produits en ligne. C'est un beau produit, je crois, en son entreprise, mais ensemble, les temps sont plus durs. Il y a un ralentissement économique, il y en a qui le sentent plus que d'autres. Et là, ce que j'avais dit, c'est que j'avais regardé son compte Facebook et j'ai dit, regarde, je voyais plusieurs erreurs dans sa structure. Vu que j'ai les formations, vu que je l'ai déjà fait avec les clients, mais je suis capable de corriger cette problématique-là, mais dans certains cas, c'est quand même un coût associé à ça. Donc, c'est là que moi, ce que j'avais fait avec l'intelligence artificielle, c'est de créer une structure, donc un prompt, qui va répliquer toute la pensée que moi j'aurais, donc tout le schéma de pensée. Puis on sort avec quelque chose qui est quand même assez propre. Donc la stratégie, c'est pas parfait, mais quand tu débutes, c'est très simple. Sans plus tard, tous les concepts que les médias buyers, les spécialistes du marketing sont en train de crier à tue-tête sur Facebook, tu n'as pas vraiment besoin d'utiliser quand tu débutes en entrepreneuriat. Donc juste avoir justement la base, puis plus tard, une fois que là, que tu as ton entreprise, tu as plus de cash flow, là, tu peux te permettre d'aller engager la bonne personne pour aller corriger les petits détails qui vont faire la différence. Et quand tu débutes, il faut aller vite, il faut exécuter, parce que plus tu attends, plus tu as de l'argent sur la table. Et je pense qu'à court terme, surtout il y a tellement d'entreprises qui... Je ne parle pas de gens qui font genre du dropshipping, je parle de gens qui ont des missions, il y a des gens qui veulent justement avoir un impact sur le monde. On se dire que ces gens-là, ils ne pourraient pas aller réussir leur mission parce que tu n'as pas nécessairement l'argent. Il existe l'IA qui, je pense, je vais prendre je pense que c'était Oussama Ammar qui avait dit ça, je sais que le gars n'était pas tant aimé, mais par contre, j'avais adoré la citation, il dit « l'IA vient un peu redistribuer les cartes ». C'est comme ça que je le vois, puis je trouve que les réseaux sociaux, ça fait un peu la même chose. Ça crée des problèmes, c'est sûr. Par contre, ça permet à beaucoup plus de gens de justement mettre un premier pied dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, pourquoi je suis à mon compte, c'est parce que je crée du contenu sur LinkedIn. S'il n'y avait je serais peut-être dans mon 9 à 5, puis je n'aurais pas d'autres options. Donc, l'IA, je le vois aussi de la même façon que un peu cette évolution avec les réseaux sociaux. Ça va permettre à d'autres gens de mettre un pied dans l'entrepreneuriat. Ça va créer des problèmes. Ça, il faut le garder en tête. Par contre, je pense que ça va aussi permettre à des gens qui ont quand même, c'est-à-dire les bonnes valeurs, qui ont des missions inspirantes, de pouvoir justement prendre avantage de tout ça. Ouais, parce qu'il faut aussi comme l'utiliser pour savoir, tu sais, comme même le marketing, il y a des choses qu'on faisait jadis, qu'on n'est plus à l'aise de faire maintenant, puis ça fait partie aussi de l'innovation de mettre au placard certaines pratiques aussi qu'on n'aurait plus nécessairement aujourd'hui, puis de faire évoluer l'éthique autour de tout ça. Puis je pense que c'est la responsabilité d'un peu tout le monde, puis pas juste, encore une fois, toujours reprendre son autorité, pas laisser les autres juste décider comment on va utiliser un truc puis comment on va pas l'utiliser, mais comprendre, aller sur Google, faire le petit cours, comprendre le langage, être literate, tu sais, genre augmenter sa littératie autour de ça, tester, voir comment ça peut être une aide, puis voir aussi les limites qu'on veut s'imposer dans notre business par rapport à ça, avec nos clients ou des choses comme ça. Là. Fait que... Exactement, ça c'est... J'aurais pas dit mieux. OK, super. Je pense qu'on on aurait pu avoir une partie 2 à cet épisode. Qui sait, peut-être qu'il y en aura un. Mais qu'est-ce que tu donnerais comme peut-être point de départ, justement, pour quelqu'un qui voudrait commencer à jouer avec ou commencer à penser comment l'intégrer dans sa business pour justement... encore une fois, c'est pas pour remplacer de A à Z la business. Puis je pense qu'il y a comme une espèce de vision que on met nos pieds sur la table, puis that's it, l'IA fait toute la job, mais de commencer à voir, par où est-ce qu'on peut juste commencer à se tremper les orteils, puis voir comment on veut utiliser l'IA. C'est, mettons, pour quelqu'un qui a une expertise précise, mettons, on va être dans le service, mais ça se dit, OK, tu as déjà ton expertise. Première chose que j'irais faire, c'est, tu peux aller sur Twitter, LinkedIn, tu sais, tous les, je vais mettre en guillemets, gourous de l'IA qui partagent des prompts, mais tu sais, commence à le tester. Le but, c'est vraiment que tu veux jouer avec l'outil, tu comprends c'est quoi les limites. Par la suite, moi, ce que j'invite à faire, c'est tu peux aller sur YouTube. Il y a plein de gens, c'est pas obligé de payer des centaines de dollars. Ouais. Tu peux aller sur YouTube pour voir, admettons, comment structurer le prompt. Je trouve que Twitter, c'est une mine d'or qui est sous-estimée largement pour ça. Juste pour comprendre comment structurer tout ça. Parce qu'il y a quand même une certaine structure qui
sur certains points, quand tu vas dans un livre beaucoup plus poussé, peut ressembler un peu à la programmation, on va dire, programmation 101, là, c'est pas une programmation très poussée. Juste comprendre cette base-là. Puis ensuite, c'est plus tu commences à jouer avec, plus tu es capable justement de te dire que fais-toi une propre bibliothèque de prompts pour toi. Parce que c'est les bibliothèques de prompts moi j'en ai acheté, là, au début, c'est vraiment ça que j'ai fait. J'ai acheté plein de bibliothèques de prompts, j'ai testé pour voir qu'est-ce que ça donnait, c'est quoi les limites. Puis après, éventuellement, je me suis dit, OK, il y a certaines étapes en marketing où il y a plusieurs de ces prompts-là qu'il faudrait que je les lis entre eux. Donc, une fois que là, c'est fait, je me suis dit, OK, maintenant, comment je peux mieux communiquer avec l'intelligence artificielle? Donc là, j'ai pris des cours pour mieux communiquer, mais sur YouTube ou Twitter, on peut trouver ça gratuitement. Et à la toute fin, ben, c'est à se dire, OK, une fois que là, je vais essayer de tester, de créer mes premiers prompts par moi-même. Donc, à se dire, c'est quoi la tâche principale? C'est quoi le contexte? C'est quoi justement les conditions que tu dois respecter? Voici les étapes que tu dois faire et comment l'information doit être présentée. Est-ce que tu veux que ce soit en liste, dans un tableau, des choses comme ça? Donc, plus on est capable justement de prendre avantage de l'IA, plus je pense que ça va aider justement les entrepreneurs et entrepreneuses qui genre, débutent, qui veulent avoir un pied, parce qu'ils veulent se simplifier la vie aussi. Moi, je le vois vraiment comme ça. Là. Ça veut se dire, se coucher tard parce qu'on entreprend, je l'ai fait, là. Mettons, quand je montais des vidéos, je suis comme, OK, j'aime bien travailler, mais je veux pas non plus, je tiens à mon sommeil. Genre. Ouais. Donc, il y a des choses, il y a des tâches redondantes que je vois, je me dis, OK, cette tâche-là, je sais la faire, mais j'ai pas tout le temps envie de la faire. Est-ce que l'IA peut m'aider sur ça? C'est vraiment cette pensée-là qu'il faut avoir. Donc, à court terme, regardez ça. Si vous avez un peu d'argent, moi, je dirais, vous pouvez prendre des cours d'automatique. Il y a des écoles de formation qui existent, c'est Montréal ou en France, peu importe, qui peuvent vous donner la base. Si vraiment vous voulez, comme Coach Scholl, vous ne voulez pas être sur YouTube, là, on peut aussi passer beaucoup de temps. YouTube, c'est une grande librairie, mais c'est comme ça que je le ferais. Ouais, puis moi qui est une personne très autodidacte, comme je me rappelle en 2016-2015, quand j'ai commencé à faire mes propres sites web puis tout ça, ben c'est le même principe. Hein? Tu as un projet, puis tu vas chercher les outils pour mettre en place le projet. Puis je pense que la façon dont moi j'ai aimé expérimenter avec l'IA, c'est de me dire c'est quoi mon projet. Mon projet, c'est j'ai cette idée de X, Y, Z, j'aimerais genre comment est-ce que je peux, comme tu dis, comment est-ce que je peux utiliser l'IA pour m'aider, ou par exemple les tâches récurrentes, comme tu dis, que c'est comme moi c'est les notes d'épisodes de podcast, je suis pas mal sûre qu'on peut automatiser ça, mais là c'est de jouer avec pour arriver à la qualité que je veux, puis quel est le meilleur processus pour y arriver aussi là. Super intéressant. OK, Thierry, c'était genre vraiment fascinant. On peut aussi suivre tout ce que tu partages sur LinkedIn parce que tu nous donnes quasiment des prompts complets des fois puis des exemples de comment tu les utilises avec tes clients. Fait que ça, c'est fascinant aussi. Donc, allez suivre Thierry. Où aimerais-tu... qu'est-ce qui se passe pour toi dans les prochains mois? Où est-ce que tu aimerais que les gens te suivent? Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message de fin? Principalement, LinkedIn, c'est là où je publie maintenant chaque jour. J'ai pas manqué une journée depuis 2023, là, officiellement. Oh my God! Wow! OK. À date, et tout, donc c'est là où je suis le plus actif. Puis effectivement, pas mal tout ce que j'apprends, jusqu'à un certain point, je le donne. En tout cas, pour l'instant, je me retiens pas dans ce que je donne. Là. De toute façon, je sors des idées. Quoique, je dis ça, ça peut être ça pour notre épisode, là, parce que quand j'en ai parlé avec le coach, il m'a dit, éventuellement, ça prend moins de temps de former l'IA qu'un humain. Donc, dans certains cas, tu pourrais, par exemple, dire, OK, je vends des prompts déjà pré-entraînés pour que tu puisses appliquer dans ton entreprise. Donc, là, en ce moment, il y a des points où il y a des gens, parfois, qui me demandent de l'aide sur des trucs où je veux pas nécessairement le faire, mais par contre, je peux déjà entraîner quelqu'un pour que tu aies la base, puis ensuite, tu peux aller voir quelqu'un d'autre pour approfondir. Donc, peut-être, il y a peut-être un marché qui se crée, il y en a qui le font déjà, mais le marché canadien n'est peut-être pas encore rendu. Ouais, surtout québécois, francophone, hein. C'est pas... On n'est pas rendu là. Ouais, c'est super intéressant. En tout cas, j'ai plein d'idées. Puis là, genre, moi, c'est ça mon problème. J'ai juste trop d'idées. Il faut que je les mette en place. Mais là, peut-être l'IA peut me donner mon timeline parfait. Là. All right, Thierry, merci beaucoup. Puis, oui, c'est ça. J'encourage tout le monde à aller le suivre sur LinkedIn. On va mettre les liens sous les notes de l'épisode. Qu'on va voir si on est capable de générer par l'IA. Je vais voir ce que ça donne. Et j'espère qu'on se reparle bientôt, du moins peut-être qu'il y aura une suite ou bref, en tout cas, il y a quelque chose là, genre il y a tellement de richesse dans ce que tu as partagé et tout le côté aussi création, je pense qu'on n'a pas beaucoup
parlé de ça, on a touché un petit peu sur le côté création comme une capacité humaine, mais je pense qu'il y a beaucoup à approfondir de ce côté-là aussi, là, puis en termes de réflexion. Alors, je te souhaite une super belle fin de journée, puis on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, Tatiana.